So, wir setzen jetzt unsere Fraktionssitzung von heute Vormittag fort. Ich bitte, dass doch alle ihre Gespräche einstellen. Dass wir die nötige Aufmerksamkeit dann hier im Raum auch haben. Ich weise noch einmal darauf hin, dass die Sitzung im Livestream zu verfolgen ist. Wir haben ebenfalls eine Reihe von Journalisten anwesend und weitere Gäste. Ich begrüße erst einmal sehr herzlich Herrn Jean-Claude Juncker, der als Kandidat in der nächsten Straßburg-Sitzung die Stimmen der Mitglieder des Europäischen Parlaments zur Wahl als Vorsitzender der Europäischen Kommission bekommen möchte. Wir haben Herrn Jean-Claude Juncker eingeladen. Ich glaube, das gehört einfach zur demokratischen Kultur, Tradition des Parlaments und auch unserer Fraktion dazu. Wir haben das vor 5 Jahren ebenfalls mit Herrn Barroso gemacht und es war eine sehr interessante, sehr klare und deutliche Diskussion, die wir auch miteinander hatten. Ich möchte zunächst in ganz kurzer Form nur die Möglichkeit nutzen, Herrn Juncker die Fraktion noch einmal vorzustellen, obwohl ich sicher bin, dass er sich vorab auch informiert hat, dass er sehr wohl weiß, in welcher Fraktion er sich befindet. Die Fraktion hat sich mit der Europawahl erheblich vergrößert. Wir sind 52 Abgeordnete und im Unterschied zu anderen Fraktionen verstehen wir uns als eine konföderale Fraktion. Das heißt, die politische Familie der linken Parteien, die hier vertreten ist, akzeptiert sich in ihrer Unterschiedlichkeit. Und ich glaube, Sie als ein exzellenter Kenner der europäischen und EU-Geschichte wissen sehr wohl auch um die Verschiedenheit linker, sozialistischer, kommunistischer Bewegungen und Parteien. Und ich kann hier nur eigentlich mit Stolz darauf verweisen, dass wir in dieser Form auch das einzige Projekt der Linken in der Europäischen Union überhaupt sind, das Linke in dieser Vielfältigkeit zusammenfasst. Und deshalb bin ich auch selber gespannt darauf, mit welchen Fragen Sie heute hier konfrontiert werden. Wir haben uns folgenden Modus vereinbart. Ich habe es Ihnen eben auch schon mal kurz gesagt. Wir haben hier bei uns in der Fraktion 19 Delegationen vertreten. 19. Jede Delegation hat unabhängig von ihrer Stärke das gleiche Recht. Also ich werde folgendes Verfahren anwenden. Sie bekommen zunächst 10 bis 15 Minuten die Möglichkeit, sich zu Ihren Vorstellungen, wie Sie denn das Amt des Kommissionspräsidenten ausführen würden, wenn Sie gewählt werden, sich dazu zu äußern. Wir sind natürlich besonders interessiert an Fragestellungen, wie denn aus Ihrer Sicht auch die Rolle der Kommission verändert werden sollte. Auch gerade die Rolle der Kommission zum Beispiel innerhalb der Troika bei der Durchsetzung der bisherigen Art und Weise der Durchsetzung von drastischen Kürzungspolitiken. Was soll getan werden, um überhaupt die Europäische Union auf einen Weg zu bringen, der wirklich die Solidarität, das Miteinanderleben verstärkt? Und wie soll aus Ihrer Sicht auch das Votum, das von Millionen von Menschen während der Wahl abgegeben worden ist, wie soll das aufgenommen werden? Welche Reaktionen wird das aus Ihrer Sicht mit auslösen, um doch auch diese klare Kritik, die es am gegenwärtigen Zustand der Europäischen Union gibt, mit zu verarbeiten und letztendlich auch zu wesentlichen Korrekturen zu kommen? Wir werden es so machen, wenn Sie gesprochen haben, bekommen zunächst die Redner der einzelnen Delegationen das Wort, keiner länger als 2 Minuten. Ich bitte um Verständnis, wenn wir es hier klar und deutlich auch noch mal einfordern, dass die Zeit eingehalten wird. Und nach 5 Rednern würde ich Ihnen jeweils das Wort geben, dass Sie darauf antworten können. Wenn Sie damit einverstanden sind, okay, dann können wir gleich so starten. Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de la gauche plurielle, si j'ose dire. Et votre groupe n'a que très peu de secrets pour moi, puisque j'ai suivi avec un intérêt parfois très prononcé, parfois moins prononcé, les travaux qui furent les vôtres. Et j'ai suivi, notamment dans mes pays voisins, la campagne électorale
de ceux qui sont représentés aujourd'hui dans cette salle. Moi, je ne me fais guère d'illusions sur l'issue de nos débats en termes d'assentiment spontané à ma candidature. M. Mélenchon m'a déjà annoncé qu'il me réserverait un mauvais sort, donc il y a déjà conclusion du débat avant débat, mais c'est la règle dans certains cénacles. Cela ne m'impressionne pas trop. Je voulais vous dire en 2 ou 3 mots ce que je pense du résultat des élections européennes. Je ne veux pas faire référence à cette expérience des têtes de liste. Il y a du pour, il y a du contre. Je crois que le Parlement européen, en insistant sur le nécessaire respect que doit inspirer le résultat du suffrage universel, a parfaitement raison. Et je crois que c'est la prochaine fois, lors des prochaines élections européennes, que cet élément cette dose supplémentaire de démocratie va vraiment permettre à l'Europe parlementaire de mieux s'affirmer au cours des décennies à venir que tel ne fut le cas au cours des décennies écoulées. Les résultats des élections européennes m'inspirent plusieurs considérations. Je note, comme d'autres, mais ça ne veut rien dire, qu'il y a un fossé croissant entre l'Europe et ses citoyens. Cela est dû à l'Europe, à de mauvaises politiques, à des politiques imparfaites. Cela est dû aux réflexes nationaux qui se font sentir et au niveau des gouvernements et au niveau de l'opinion publique, je veux dire par là du peuple. Les dirigeants européens dont je fus et que je voudrais être ont une façon de parler de l'Europe qui fait que les Européens ne sont plus à même de comprendre l'Europe, puisqu'on vient à Bruxelles, on participe à des décisions, à des prises de décision, on rentre chez soi et on dit du mal des autres et on dit du mal de la décision que conjointement ils ont prise. Par conséquent, les gens ne s'y retrouveront pas. Il y a parmi ceux qui ont voté ceux qui n'aiment pas l'Europe, ceux qui sont des racistes, qui rejettent l'autre, qui n'aiment pas l'autre, qui n'aiment qu'eux-mêmes, pour qui la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, l'orientation philosophique, pour eux est un argument de rejet. Avec ceux-là, avec l'extrême droite, avec l'extrême droite pure et dure, avec moi, il n'y aura ni dialogue ni débat. Je ne sais pas vers quoi ce débat pourrait étendre et donc je ne vais pas engager un débat de ce type avec les représentants de cette déviation regrettable de la pensée européenne. Puis il y a des populistes qui, à des réponses compliquées, formulent des réponses trop simples, légères, mais débat, il doit y avoir entre ces forces populistes et les autres. Et puis il y a ceux qui, pour de bonnes raisons, estiment que le projet européen ne correspond plus à leurs attentes. Et c'est avec cela que je voudrais entamer un débat que j'espère vertueux, qui conduira à des résultats. Et je ne voudrais pas vous cacher mon impression que même ceux qui ont voté pour les grandes familles politiques classiques européennes ne peuvent pas être considérés comme des esprits simples, comme des gens qui n'auraient pas d'objection à formuler à l'égard du projet européen tel qu'il se dessine. Je crois que le véritable problème de l'Europe et des États membres de l'Union européenne sont les problèmes qui gravitent autour de la croissance et de l'emploi. La croissance européenne est en panne. Il faudra que nous remobilisions les potentialités de l'Europe, ses capacités, ses talents, ses énergies. C'est ce à quoi je m'appliquerai tout en sachant que ni la Commission ni le Parlement ne peuvent créer un seul emploi. Il ne faudrait pas donner l'impression que par ordre de moufti, nous pourrions créer l'emploi. Ce que l'Europe peut faire, c'est de mettre en place un cadre général qui permet à la croissance de se développer et qui tente à créer les préconditions qui permettent une croissance non inflationniste fertile en emploi. Moi, j'ai lutté pendant une bonne partie de ma vie, sinon toute ma vie durant, contre les idées simples lorsqu'il s'agit de réformer les marchés du travail. Ceux qui ont pu me suivre dans la circonscription qui était la mienne jusqu'à présent auront constaté que
j'ai toujours un discours qui voulait que je refusais de me vautrer dans les plaisirs de la libéralisation et de la déréglementation sans borne et sans gêne. Je trouve que j'estime qu'une telle approche n'est pas la bonne. Je persiste à croire que le droit du travail est un cordon sanitaire qui doit entourer les marchés du travail. Il ne s'agit pas d'utiliser l'Europe pour détruire les règles qui ont fait leur preuve tout en évitant des rigidités excessives. J'en vois très peu dans les différents pays de l'Union européenne. Je voudrais que nous sachions, et nous le savons, bien que nous n'aimons pas le dire, que nous ne pouvons pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Évidemment, on peut lever de l'argent là où jusqu'à présent le bras fiscal des États se caractérisait plutôt par une grande retenue, mais c'est un débat d'abord national avant d'être européen. Je pense que en matière de politique économique et de politique monétaire et de l'euro, vous y avez fait référence en évoquant la Troïka. Nous avons fait de bonnes choses puisque nous avons été à même, alors que telle ne fut pas une entreprise facile, à assurer à la zone euro sa cohérence. J'ai tout fait président de l'Eurogroupe, poste que j'ai quitté avec plaisir lorsque j'ai pu le quitter définitivement. Nous avons tout fait pour éviter l'exclusion de la Grèce. Nous avons tout fait pour garder la cohérence interne à la zone euro. Et je crois que nous avons dû travailler avec des instruments qui n'étaient pas idéaux, mais nous n'en avions pas d'autres parce qu'en fait, nous n'en avions aucun. Et donc, dans l'urgence, nous avons dû réparer un avion en feu pendant le vol, ce qui ne fut pas chose facile. Moi, en ce qui concerne la Troïka, plusieurs considérations à vous soumettre. Moi, je n'étais pas, président de l'Eurogroupe, très en faveur de l'implication du Fonds monétaire international dans le mécanisme de sauvetage de l'économie européenne. Enfin, finalement, on m'a expliqué, et c'était vrai, que la Commission n'avait pas l'habitude de concocter, de négocier des programmes d'ajustement, que le Fonds monétaire international avait l'expertise qu'il faudrait. Et donc, on a inclus le Fonds monétaire international dans ce mécanisme. Moi qui étais gouverneur du Fonds monétaire international et qui critiquait toujours, lorsque de passage à Washington, que le Fonds monétaire international appliquait les mêmes solutions à des situations très, très diverses. Le Ghana et la France sont traités de la même façon. Ce n'est pas une façon de faire avancer le débat et d'accélérer des solutions qui seraient adaptées aux problèmes à envisager. Je crois que la Troïka, en dépit de quelques mérites, se distingue par le fait que c'est une institution, une instance, un organe insuffisamment démocratique et je voudrais donc que nous ne continuions pas avec la Troïka telle qu'elle est, mais que nous l'amendions en lui ajoutant une dose de légitimité démocratique qui aujourd'hui lui fait largement défaut. Moi, je crois que le grand problème réside dans le fait que l'investissement et public et privé en Europe a connu des réductions regrettables. Les politiques de croissance, sans une politique parallèle en matière d'investissement, ne conduiraient à aucun résultat. Je suis donc en train d'examiner avec qui de droit, notamment la Banque européenne d'investissement, les possibilités qu'il peut y avoir pour donner du tonus à la volonté européenne de relancer les investissements en utilisant les instruments qui existent et, le cas échéant, en ajoutant de nouveaux instruments juridico-financiers à l'arsenal dont aujourd'hui déjà la Banque européenne dispose, notamment en ce qui concerne le rétablissement du flux de crédit entre les banques et les petites et moyennes entreprises. Je voudrais que nous fassions d'autres progrès en matière de coordination et d'harmonisation fiscale. Je crois en effet qu'en matière de fiscalité des entreprises, il y a une nécessité incontestable de nous mettre d'accord sur des axes communs en ce qui concerne le champ d'application fiscale, en ce qui concerne l'assiette
l'assiette commune. Des propositions ont été faites par la précédente Commission. Ces propositions, tout comme celles relatives à la taxe financière FTT, restant sur la table du Conseil et de la Commission. Je voudrais qu'en matière sociale, nous soyons mieux inspirés dorénavant. J'ai toujours plaidé pour que dans tous les pays de l'Union européenne, il y ait un salaire social minimum. On ne peut pas l'imposer par une directive, mais on peut tout de même faire en sorte que ce minimum soit introduit dans tous les pays. Je considère que ceux qui travaillent doivent pouvoir vivre du fruit de leur travail. Je considère qu'un même travail mérite la même rémunération. Donc en matière de détachement, je voudrais que partout la règle soit strictement observée, qui voudra que celui qui vient de l'extérieur dans une entreprise dispose exactement des mêmes conditions de rémunération que ceux qui travaillent dans cette entreprise, soit sur base de systèmes légaux qui ont été mis en place dans les États ou de politiques conventionnelles ou contractuelles, mais il n'est pas envisageable, à mes yeux, de construire un modèle social européen qui joue plus sur la différenciation sans raison que sur la similitude de traitement qui s'impose pour des raisons d'équité sociale. Et donc, si jamais je pouvais devenir président de la Commission, l'orientation prise sera celle-là. J'étais membre d'un syndicat ouvrier avant d'être membre d'un parti politique et j'en ai gardé tous les souvenirs qu'il faut garder de ces aventures de primes. Oui, syndicat chrétien, mais au moins syndicat. Tous les chrétiens ne sont pas tous les syndicats ne sont pas tous les chrétiens ne sont pas syndiqués. Moi, j'étais un chrétien syndiqué et j'en ai tiré des expériences jusqu'à ce jour valables. Moi, je crois qu'il faudra qu'en Europe, la combinaison dangereuse entre dumping fiscal et dumping social soit considérée avec plus d'intérêt par ceux qui mettent en place les décisions politiques et au niveau des États et au niveau de l'Union européenne. Moi, je voudrais que nous nous occupions de l'immigration non seulement illégale, mais aussi de l'immigration légale, parce que sur ce point, il y a des divergences et des différences notables entre les différents systèmes juridiques de nos États membres, ce qui fait que là encore, il y a beaucoup de travaux de réparation à faire. Moi, je voudrais que nous nous lancions avec ambition dans la mise en place d'un véritable marché numérique unique en Europe, que nous parachevions le marché intérieur en faisant en sorte que les normes sociales, hiérarchiquement, ne soient pas subordonnées aux règles du marché, parce qu'une telle subordination, très souvent, conduit à des situations socialement et sociétalement inakzeptabel. Je voudrais que, ich hätte gerne, wenn wir in Zukunft, wovon ich nicht ausgehe, Anpassungsprogramme in einigen Ländern zur Anwendung bringen müssen, dass wir dies nach einer anderen Methodologie vornehmen. Mir wäre es lieb, und so wird es auch sein, falls dies geschehe, dass die sozialen Impakte der zu treffenden Anpassungsmaßnahmen im Vorfeld der zu treffenden Entscheidungen sehr genau eruiert werden. Ich hätte gerne, dass wir uns in jedem Programmland, falls es dann zukünftige Programmländer gäbe, ich mag den Ausdruck im Übrigen nicht sehr, auch immer einen Plan B zur Hand haben für den Fall, wo die Prognosen, die wirtschaftspolitisch relevanten Prognosen, die arbeitsmarktpolitisch relevanten Prognosen sich nicht so einstellen wie von der internationalen Expertise vorhergesagt. Das Programm muss atmen mit der Wachstumsschnelligkeit, die es in einem bestimmten Land gibt. Wenn das Wachstum weniger ausgeprägt ist als vorhergesehen, muss man die Programme dementsprechend anpassen können. Und was ich mit Bezug auf Konjunktur sage, gilt generell für die ganze Breite des zu besichtigenden Feldes. Was den Stabilitätspakt anbelangt, so bin ich wie andere auch. Der Europäische Rat hat auch diesbezüglich sich letzte Woche oder vorletzte Woche festgelegt, dass der Stabilitätspakt keine Novellierung braucht. Ich habe selbst im März 2005 eine relativ substanzielle Reform des Stabilitätspaktes vorgenommen, das es uns erlaubt,
die es uns erlaubt, die Flexibilitätsmöglichkeiten, die es segmentweise im Stabilitätspakt gibt, auch wirklich zu nutzen, ohne die finanzielle Stabilität der gesamten Eurozone in Frage zu stellen. Aber ich bin dafür, dass wir dem Stabilitätspakt eine ökonomische Lesart, une grille de lecture économique zuführen, die es auch in der 2005 angelegten Reform des Stabilitätspaktes gibt, die aber unterbeleuchtet in den letzten Jahren wurde. Das sind these are some thoughts I wanted to submit to your meditation, but I think that the questions you will raise will point to all the details which are of relevance for us. So I was not talking about European values, I was not talking about foreign policy, I was not talking about defence policy, but I wanted to concentrate my exposé to those priorities which, to my view, are the most important. Merci beaucoup. Vielen Dank für die Sache. Merci beaucoup. Ja, Ihnen auch vielen Dank, Herr Juncker. Auch dafür, dass Sie sich sehr konzentriert haben auf einige Punkte. Und es ist völlig klar, Sie können jetzt nicht hier das ganze Programm, Ihre ganzen Vorstellungen ausbreiten. Ich bin aber ziemlich sicher, dass zu den Fragen, die Sie jetzt benannt haben, dass Sie sich dazu nicht äußern konnten, auch in Nachfragen gestellt werden. Also so, dass wir dann doch noch dazu Antworten von Ihnen auch bekommen werden. Ja, wir gehen jetzt gleich, vor allem auch aufgrund der Zeitproblematik, in die Diskussion. Wir haben ein Angebot auch von den Dolmetschern bekommen, ungefähr bis 13:15 knapp drüber zur Verfügung zu stehen, sodass wir doch versuchen könnten, so weit wie möglich auch die Fragen der Abgeordneten hier einzubeziehen. Ich beginne mit Marina und ich bitte alle ganz kurz zu sagen, wo sie herkommen, Namen zu sagen, wo sie herkommen, damit sich auch Herr Juncker ein bisschen orientieren kann. Bitte schön, Marina. Gracias. Bueno, soy Marina Albiol de Izquierda Unida, de la Izquierda Plural. Y bien, señor Juncker, nosotras queremos transmitirle que nosotras no le vamos a apoyar como presidente de la Comisión Europea. Es más, sino que nosotras estamos aquí desde Izquierda Unida, desde la Izquierda Plural, para combatirlo a usted y a todos los que como usted son responsables de tanto dolor y tanto sufrimiento. Señor Juncker, para que los suyos, para que los poderosos continúen obteniendo beneficios millonarios, el pueblo sufre paro y pobreza. Las políticas que se han venido aplicando hasta el momento, las políticas de conservadores, en alianza con socialdemócratas y liberales, han permitido que la banca y las grandes empresas tengan beneficios millonarios. Pero, por contra, en el Estado español hay miles de familias que no pueden poner un plato de comida encima de la mesa para sus hijos e hijas. Cada semana cientos de familias son expulsadas de su casa por los bancos y nuestros jóvenes no tienen trabajo y se tienen que exiliar a otros países. Y hay mucha gente mayor de 45 o 50 años que ya no tiene esperanzas en volver a trabajar. Este es el resultado del sistema capitalista y de las políticas que usted y el Partido Popular Europeo defienden. Por tanto, nosotras nunca vamos a ser cómplices de esta situación. Nosotras no llegamos a acuerdos con la derecha, sino que nosotras a la derecha lo que hacemos es combatirla. Y quería aprovechar para trasladarle algunas preguntas, porque muchos ciudadanos y ciudadanas nos han pedido que le hagamos estas preguntas porque necesitan respuesta. ¿Van a seguir apoyando el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos, que supondrá que la seguridad alimentaria, que los derechos laborales o que el medio ambiente estén supeditados a los intereses de las grandes multinacionales de Estados Unidos? Señor Juncker, ¿qué piensa de los paraísos fiscales? Señor Juncker, ¿defiende usted, al igual que su partido, que en el Estado español se pongan cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla que descarnan a las personas que vienen a buscar una vida mejor? Señor Juncker, ¿considera que hay que mantener las relaciones con el Gobierno de Israel, que en estos momentos está bombardeando y asesinando a civiles en Gaza?
Y quiero acabar con dos preguntas relacionadas con dos cuestiones de actualidad que están sucediendo en el Estado español. En estos momentos hay decenas de trabajadores y trabajadoras que están a punto de entrar en la cárcel por haber participado en piquetes de las huelgas generales. Este es su modelo de democracia y acabo. Uno de los partidos que le apoyan a usted en el Estado español, el Partido Popular, quiere modificar la ley de interrupción voluntaria del embarazo para impedir a las mujeres poder decidir sobre su cuerpo y sobre sus vidas. ¿Está usted de acuerdo con esta situación? Gracias. Danke, Marina Albiol. Ich möchte aber noch einmal darauf hinweisen, ihr habt wirklich nur 2 Minuten zur Verfügung. Und bitte nicht alles, was es an wichtigen Fragen gibt, in einen Beitrag packen. Versucht euch ein bisschen untereinander auch darauf abzustimmen, welche Fragen dann noch oder vielleicht auch schon gestellt wurden dann. So, als nächste Conny Ernst, danach Dimitri Papadimoulis. Conny Ernst, bitte. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Cornelia Ernst. Ich gehöre der Delegation Die Linke an. Und während Sie gesprochen haben, habe ich immer wieder gedacht, das klingt sehr stark nach weiter so. Sie haben zwar gesagt, die Troika wollen Sie demokratisieren, das könnten Sie sich vorstellen oder verändern. Dazu brauchen Sie ja auch die anderen Mitgliedstaaten, beispielsweise auch Deutschland. Ich weiß nicht, wie da die Begeisterung groß ist zur Veränderung an dieser Stelle. Dieses weiter so ist genau der Punkt, weshalb wir sehr kritisch Ihnen gegenüber sind. Und daraus erwachsen für uns 2 Fragen. Die erste ist, wir haben eine niedrige Wahlbeteiligung, wir haben Europaablehnung und wir haben zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich in der EU wie nie zuvor. Und meine Frage ist, was wollen Sie real tun, um dieses soziale Dilemma, auch bedingt durch die rasante und gravierende Sparpolitik, die ja auch von Ihnen mitgetragen wurde, wie kann diese Kluft abgebaut werden? Und wie kann ein soziales Europa, das ist uns sehr wichtig, tatsächlich auf die Beine gebracht werden, was ja auch für die Menschen wichtig ist, um Europa dann auch zu unterstützen. Und Punkt 2, das wird Sie nicht verwundern, wenn die Meldung der europäischen Innenminister richtig zu verstehen sein soll, geht es um eine Verschärfung von Kontrollen an den EU-Außengrenzen. Geht es auch um mehr Frontex? Auch das entnehme ich Ihrem Papier, was Sie zur Vorstellung vorgelegt haben. Ganz ernsthaft, wie wollen Sie eine humane Flüchtlingspolitik umsetzen? Wie wollen Sie die vielen Tausenden, die auf dem Meer umgekommen sind und an den EU-Außengrenzen tatsächlich künftig, wie wollen Sie das ausschließen? Humane Flüchtlingspolitik, denke ich, ist eines der wichtigsten Forderungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat in Bezug auf die EU. Und dazu habe ich von Ihnen noch nichts gehört. Dankeschön. Ja, wir geben Manolis Glesos das Wort, dem ältesten Abgeordneten im Europaparlament. Manolis Glesos, μέλος της αντιπροσωπείας ΣΥΡΙΖΑ, που εξαπλασιάστηκε από τις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Αγαπητέ Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, θα ήθελα να ξέρω προσωπικά και η αντιπροσωπεία μας εάν γνωρίζετε ότι στην Ευρώπη όλη ταυτίζεται η Κομισιόν, το Διευθυντήριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιο σημείο ώστε να υπάρχουν και πολιτικοί οργανισμοί που να ζητούν να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια είναι η ταύτιση που γίνεται. Και ρωτώ, εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα της ταύτισης, η Κομισιόν θέλει την Ευρώπη των λαών ή την Ευρώπη του χρήματος? Θέλει την Ευρώπη της λαϊκής κυριαρχίας ή την Ευρώπη των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων? Θέλει την Ευρώπη των εκμεταλλευτών ή την Ευρώπη των εκμεταλλευομένων που ζητούν το δίκαιο τους? Με μια γενική λέξη, θα υπερασπιστεί το δίκαιο ή ναι ή όχι? Και όσον αφορά το κυπριακό, θα ήθελα να πω, είναι ανεπίτρεπτο εδάφη ευρωπαϊκά να βρίσκονται κάτω από την κατοχή τουρκικών στρατευμάτων εισβολής, παρά τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Και τελευταίο, η συμπεριφορά
ως προς την Ελλάδα θα αλλάξει, ναι ή όχι? Θα μας θεωρείτε ότι είμαστε μονάχα ένας χώρος θέρετρο, δηλαδή ένα ξενοδοχείο για όλη την Ευρώπη, ή θα μας αφήσετε να αναπτύξουμε και την αγροτική μας οικονομία και την βαριά βιομηχανία και όλες την αξιοποίηση των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας? Vielen Dank, Manolis. Das Wort hat jetzt Dennis de Jong, danach João Ferreira. Thank you, Gabi, and welcome to Jean-Claude Juncker. I have two questions on transparency issues. The first one relates to the transparency register for lobbyists. I understood that you have declared in front of the Greens that you are in favor of an obligatory register, which is quite welcome, I think, for also my group here, our group. But are you going to submit proposals then for EU civil servants not to receive lobbyists that are not registered? Because without that, you cannot really speak of an obligatory register. The second question I have on transparency, and it's also my final question, we had, for the past years, a very fruitful dialogue, I think, with Vice President Šefčovič, and on our side I chaired a group of like-minded MEPs on expert groups. We see that these expert groups have been very imbalanced in the past, that professional lobbyists hired by big companies were dominant, and also Vice President Šefčovič wanted to change that. However, we see also that from the Secretariat General in the Commission, it's very difficult to steer that process because the DGs are very independent. And my question to you is, are you going to strengthen the position of the Secretary General in respect of the DGs so that the Parliament can actually have a meaningful dialogue primarily with the Secretary General? And also, would you be willing yourself, once in a while, of course you cannot do that on a weekly basis, but maybe a few times a year, to meet the group of like-minded MEPs, we're probably going to be an intergroup soon, to make success guaranteed in this important field. Thank you. Vielen Dank, Dennis de Jong. João, du hast das Wort. Muito obrigado, Gabi. Sr. Juncker, a situação em Portugal, no meu país, não é um caso único, mas é um caso exemplar. Depois de 3 anos de intervenção da Troika, que o senhor apoiou, o país está confrontado com a maior e mais prolongada recessão económica desde a Segunda Guerra Mundial. Temos níveis de desemprego estrutural nunca vistos em democracia. Temos taxas de imigração e níveis de pobreza e de fome como nunca vimos nos 40 anos que temos de democracia. É preciso recuar aos negros anos do fascismo para encontrar uma situação semelhante do ponto de vista social. E convenhamos, Sr. Juncker, que aos cidadãos, aos trabalhadores, aos desempregados, aos reformados, aos jovens, aspiram a algo mais do que ao mercado único digital. Aspiram a algo mais do que à possibilidade de poderem falar ao telemóvel sem pagar roaming. Aspiram a um emprego, a um salário, a uma pensão e a uma vida dignas. Mas há 2 aspectos da situação portuguesa para o qual queria ainda chamar a sua atenção. Um tem a ver com uma economia perfeitamente destruída e em riscos de se tornar obsoleta. Os níveis de investimento na economia recuaram aos anos 50 do século passado, e a outra realidade é a dívida. Dívida que atinge mais de 130% do PIB. Para lhe dar uma ideia do peso desta dívida, direi que até 2020 entrarão em Portugal, vindos do orçamento da União Europeia, cerca de 11 milhões de euros por dia. Sairão do país, sob a forma de juros, este ano 19 milhões de euros por dia. No próximo ano serão 22 milhões por dia e nos anos seguintes será mais se nada fizer. E a pergunta que lhe quero fazer é a seguinte: está disponível para aceitar
a necessidade de uma renegociação da dívida pública de países como Portugal, uma renegociação nos seus juros, nos prazos, nos montantes, que permita fixar um serviço de dívida compatível com o crescimento económico? E a segunda pergunta, para terminar, o senhor reconhece no seu programa a necessidade de ajustar o Estatuto do Reino Unido à vontade do seu... Vou fazer uma pausa para que possa desligar o telemóvel. A segunda pergunta... C'était ma femme. A segunda pergunta que lhe queria fazer... Je sais faire deux choses en parallèle. Vous écoutez et écrire, tout va bien. Si vous... E percebe português também? Pardon? Pois. Oui. Aguardava que colocasse os auscultadores. Non, j'ai grandi dans la partie sud industrielle du Luxembourg. Muito bem. Et mes 5 voisins sont portugais. Muito bem. Então a Ce minha... qui fait que je sais beaucoup de choses du Portugal. Muito bem. Donc vous pouvez être même caso, plus bref parce que je sais. Nesse caso, a minha segunda pergunta é a seguinte. O senhor reconhece no programa que teve a amabilidade de nos enviar a necessidade de ajustar o Estatuto do Reino Unido à vontade do seu povo. Ajustar o Estatuto dentro da União Europeia do Reino Unido à vontade desse país e do seu povo. A pergunta que lhe quero fazer é se, caso algum país da zona euro conclua que se tornou insustentável a sua permanência na zona euro e que necessita de recuperar a sua soberania no plano monetário e orçamental, se está disposto a aceitar a possibilidade de uma saída negociada da zona euro de algum país que conclua pela necessidade imperiosa de o fazer para defender o seu futuro e a sua economia. Gut, danke auch dir, Joao. Liebe Freunde, wir sollten uns wirklich auf 1 oder 2 Fragen pro Fragesteller konzentrieren, sonst kriegen wir das nicht in die Reihe. Wir erwarten ja, es war mit langer Ansage. Wir wollen ja auch von Herrn Juncker eine Antwort bekommen. Ja, ich muss Ihnen jetzt den Ball zuspielen, Herr Juncker, und von Ihnen verlangen, dass Sie das in 5 Minuten hinkriegen. Es tut mir leid, aber sonst schaffen wir es nicht. Vous m'avez en fait posé 15 questions. Et vous me demandez d'apporter une réponse en 5 minutes. Ça caractérise la qualité du débat démocratique interinstitutionnel. Enfin, nous ne sommes pas à la télévision. Nous avons eu des débats à la télé, l'un plus lamentable et médiocre que l'autre, au moins lorsqu'on discute entre parlementaires et peut-être futurs présidents de la Commission. Il faudrait, puisque les sujets évoqués furent sérieux et de taille, y consacrer toute l'importance qui leur revient. Et donc je ferai à la va-vite. Je n'aime pas faire ça, parce que chaque réponse mérite... chaque question, mérite réponse. Ich könnte sagen, indem ich bei Frau Ernst anknüpfe, hier ist das auch so wie überall. Einfach weiter so. Einfach weiter so. Und das geht aber nicht einfach weiter so. Weder hier noch in Europa, weil es gibt vieles, das es zu ändern gilt. Und mit plakativen, pauschalen Anwürfen kommen wir in der Sache nicht weiter. Et je vous demanderai pour le reste de vous rendre compte à qui vous parlez. J'aurais envie de dire à certains, pour qui vous prenez-vous et pour qui vous prenez moi? Est-ce que moi je suis un fils de Richard, de millionnaire, un gâté qui n'a jamais dû travailler, qui a été né dans un berceau en or? Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Et donc je n'accepterai jamais que d'un côté il y ait les bons, les saints, les apôtres, ceux qui provoquent monde et merveille, et que de l'autre côté il y ait des sales capitalistes comme moi. Ça ne va pas. Et dans l'autre sens, je ne m'efforce pas, monsieur, à vous apporter le respect. Je l'ai. Et donc je ne dois pas en faire preuve. J'évoquais un certain nombre
des problèmes que vous avez mentionnés. Oui, je sais que un peu partout en Europe, on fait cette confusion en établissant l'équation que l'Union européenne serait la Commission et que la Commission serait l'Union européenne. Tout d'abord, l'Union européenne n'est pas toute l'Europe. L'Europe est autrement plus grande que la seule surface, à vrai dire, très réduite de l'Union européenne. Deux, tous les journaux écrivent lorsque la Commission a pris une décision, fait une suggestion, prend une initiative. L'Europe a décidé, mais la Commission n'est pas l'Europe. La Commission doit être au service et des États membres et au service de l'intérêt général européen, mais elle ne remplace pas l'Europe, elle ne fait pas bouger à elle seule l'Europe. Il y a beaucoup d'acteurs politico, syndicaux, économico, politiques en Europe et donc il y a aussi d'autres instances que la seule Commission, donc il ne faut pas faire cette équation. Moi, je me suis intéressé de très près et au quotidien à la situation en Grèce et au Portugal. J'ai dans ces pays beaucoup d'amis et pendant la période où j'étais président de l'Eurogroupe, j'ai téléphoné 3 fois par jour à des témoins de rue en Grèce, au Portugal et ailleurs, pour, je ne veux pas le dire d'une façon outrageusement simplificatrice, pour avoir la température de ces pays. Et je vois bien les dérapages qu'il y a eu, je vois bien les erreurs de parcours que nous avons accumulées. Mais je voudrais tout de même qu'on prenne en considération le fait que, un, nous avons agi dans l'urgence, et deux, que la situation de ces pays n'a pas été façonnée par l'Europe. C'était les pays eux-mêmes qui ne peuvent pas échapper à leurs responsabilités propres. Moi, je n'ai pas organisé la corruption dans certains pays séculaires. Moi, je n'étais pas celui qui aurait interdit aux autorités grecques d'imposer plus substantiellement les millionnaires et les onassis et autres. Moi, je n'étais pas celui qui, en Grèce et au Portugal, a amené ces pays à devoir réduire le salaire social minimum. Au contraire. À l'Eurogroupe, j'ai plaidé contre ces réductions. J'étais très surpris de voir que d'autres pays dits pauvres et qui le sont étaient ceux qui exigeaient que de telles politiques soient appliquées parce que demandaient à leur Parlement national l'aide de leur pays, pauvres comme la Grèce, pauvres comme le Portugal, alors que les salaires sociaux minimaux dans ces pays, tout comme les autres prestations sociales, étaient inférieurs à celles des pays dits à programme. Donc le débat en Europe est un peu plus compliqué que de se lancer dans des accusations sans fondement et sans réflexion aucune qui traduisent une certaine ignorance du sujet, y compris de la situation sociale dans un certain nombre de pays. Pour ce qui est des réfugiés, je suis d'abord pour qu'en Europe, nous apportions une réponse à ce paysage disparate que constituent les législations nationales en matière d'immigration légale. Il s'agit aussi d'européaniser sans harmoniser jusque dans le dernier des recoins le droit d'asile en Europe. L'immigration illégale est un réel problème. Oui, je suis pour le renforcement de la protection des frontières extérieures. Parce que ceux qui sont allés au vote le 25 mai et qui ont voté contre l'Europe, beaucoup d'entre eux l'ont aussi fait parce qu'ils estiment que l'Europe les protège insuffisamment. Sur ce point-là, insuffisamment. Et donc il faut faire en sorte que Frontex, qui a un budget de 80 millions, ce qui est ridicule, soit mieux armé pour éviter une immigration illégale non maîtrisée. Mais je voudrais faire un appel à vous. Il est scandaleux que la plupart des pays européens sont en train de réduire leur aide publique au développement, révisent vers le bas les montants qu'en termes de richesse nationale, sous forme de solidarité, ils investissent, parce que c'est un investissement dans les parties nombreuses pauvres de la planète. Il y a seulement 3 ou 4 pays qui répondent aux exigences de l'époque présente, parce qu'ils attribuent entre 0,8 et 1% de leur richesse nationale à l'aide au développement. Pourquoi est-ce que nous acceptons cette injustice gravissime, qui consiste à amener
ceux qui ne savent plus de quoi vivre dans leur pays à prendre une barque de circonstances pour aller en Italie ou en Grèce, alors qu'il vaudrait mieux que nous aidions ces peuples et ces pays à se refaire une santé, si jamais santé ils avaient sur leur propre territoire. Renverser le flux de l'argent au lieu de ne pas agir là où la misère prend son origine. Et donc, moi, je plaide très joliment pour une aide au développement plus conséquente et plus cohérente. Moi, je voudrais que nous installions là où il le faut, en Grèce, en Italie, ailleurs, des bureaux pour les réfugiés. Je voudrais que les pays du Nord se montrent plus solidaires à l'égard des pays du Sud. On dit Mare Nostrum pour la Méditerranée, mais en fait, ceux du Nord considèrent que c'est la mer, que c'est l'océan du Sud. Il faut organiser une solidarité renforcée entre le Nord et le Sud lorsqu'il s'agit de financer les conséquences de l'immigration illégale non maîtrisée, du problème de l'asile qu'il faudrait que nous regardions de près pour éliminer, dans la mesure du possible, des différences notables entre les législations nationales. Un même dossier présenté par la même personne a 87% de chances d'être positivement avisé dans un pays, dans le pays voisin, 1% de chance. Donc c'est ce problème-là, pratique, mais humainement, pour les concernés, ultra important qu'il faudra que nous travaillions. Oui, enfin, je ne répondais tout de même pas à des questions particulières qui concernent l'Espagne. Moi, je sais bien que l'Espagne est un grand pays, mais l'Europe, c'est plus que l'Espagne. Et moi, je ne vais pas entrer dans un débat détaillé sur le droit de grève en Espagne. Le droit de grève, tout comme le droit de travail, sont d'application territoriale. Et heureusement que les législateurs nationaux ont su garder la haute main sur un certain nombre de pans de réglementation juridique bénéfique aux travailleurs. Donc je ne peux pas me prononcer au sujet du respect ou du non-respect du droit de la grève en Espagne, tout comme je considère que le problème de l'avortement, un problème dont il ne faudrait pas que nous traitions superficiellement, relève d'abord du législateur national. On dit toujours que l'Europe ne s'occupe pas de tout. Enfin, je voudrais que le droit de famille soit réglé par les autorités nationalement légitimées par la voie du suffrage universel. Sur la transparence, oui, je suis de l'avis que les registres des lobbies doivent être obligatoirement publics et publiés. Il est très difficile de savoir qui relève de la catégorie de lobby ou non, ce qui fait qu'il sera très difficile de demander à la haute fonction publique européenne de ne pas recevoir quelqu'un qui n'est pas sur la liste. Si vous vous adressez, monsieur, à un haut fonctionnaire de la Commission, il va tout de même devoir vous recevoir, bien que vous n'êtes pas enregistré sur une liste des lobbies. Donc, il faut tout de même laisser à la consultation toutes ces chances, mais je voudrais que tous les lobbies, tous les groupes d'intérêt, les groupes d'influence, les entreprises, les multinationales, les banques, la haute finance et l'industrie, s'ils voient un commissaire, le rendent public, je veux dire le commissaire, que chaque commissaire, y compris le président, rende compte des entrevues qu'il a eues. Et je voudrais que la même règle s'applique au Parlement, qui n'est pas immunisé contre des prises d'influence. Je voudrais que la même règle s'applique au Conseil. Je propose donc un arrangement interinstitutionnel pour faire en sorte qu'une transparence maximale prendra place pour les groupes d'experts qui évoluent dans les sphères de la Commission. J'ai décidé, sans savoir en détail comment on va faire, de mieux associer le Parlement européen à l'ameublement en personnel des groupes d'experts. Toujours est-il qu'il faudra que les parlementaires viennent en personne au groupe d'experts auxquels ils sont conviés, parce que là où par le passé ils ont été conviés, très souvent ils se font représenter par des assistants qui n'ont pas de légitimité démocratique. Vielen Dank. Ich lese jetzt die nächsten 5 Sprecher vor und Sprecherinnen, damit alle sich schon darauf einstellen können und nicht unruhig werden, wer jetzt drankommt.
Als nächstes Malin Björk, Martina Anderson, Miroslav Ransdorf, Barbara Spinelli und Pablo Iglesias. I'm here, yeah. So I'm Malin Björk from the Swedish Left Party, and I just want to say that I agree with my colleagues that have raised the issues about the Troika policies and how these have contributed to increased inequalities within countries and also in between countries. And it's an analysis or a fact that we totally share, even though we're a country from the north. I want to focus on gender equality in my questions to you as a future Commission President, maybe, because these policies of the Troika are failing women maybe the most. Today we can spell poverty as female, older women, one-parent families and migrant women. And we also have a situation where 1 in 3 women over 15 have been subjected to physical or sexual violence. I think we have a humanitarian crisis within our borders. So my questions to you are very direct. How do you prepare to ensure parity in your new Commission? Will you ensure a new EU strategy on gender equality elaborated during the next year, which is 20 years after the Beijing Platform for Action? We still have many, or all of those goals to achieve. And will you ensure that legal action is taken on EU level to combat violence against women? Vielen Dank, Marlin, auch für die gebotene Kürze. Martina Anderson. Martina Anderson, Party Sinn Féin, Ireland. There are 2 crucial issues we would like to raise with you with regards to Ireland. One has got to do with the Irish peace process, and the other is the economic issue, and my colleague will deal with that. Coming out of conflict, emerging from conflict, when the executive government was established in the north of Ireland, President Barroso gave assistance by establishing a task force to help the government of Sinn Féin and the DUP navigate our way to Europe. We've had difficulties in that process. It's currently been subjected to a lot of internal difficulties, which I'll not go through with you here. But I would like to ask you, if elected, if you would continue with that task force for the north of Ireland. And secondly, our Joint First Minister, Martin McGuinness, MP, will be here in Brussels on the 21st, 22nd of this month. And if elected, would you meet with him in relation to receiving a briefing about the Irish peace process? Vielen Dank, Martina. Miroslav Ransdorf. Bonjour, Monsieur Juncker. Je regrette surtout que vous n'avez pas parlé luxembourgeois. Luxembourgeois parce que c'est amusant et je dois dire, mir schwätze Letzeburgisch. Mais je me souviens que vous avez présidé l'Union européenne. Vous avez travaillé avec beaucoup de dignité dans ce temps. Et personnellement, je dois dire que vous avez soutenu aussi la célébration de l'anniversaire de l'ascension des dynasties luxembourgeoises au trône tchèque. Donc, c'était 2010 et merci beaucoup pour cette contribution. Mais je dois poser la question et je pense que pour nous, c'est très intéressant que vous pourriez, quelles mesures vous pourriez prendre du côté de l'Union européenne, de la Commission européenne pour sauver et stabiliser l'eurozone. Parce que maintenant nous avons la crise monétaire et c'est très, très urgent pour nous tous. Merci beaucoup. Danke, Miroslav. Und jetzt hat Barbara Spinelli das Wort. Vorrei chiedere al signor Juncker alcuni punti su quali saranno le vere rotture di discontinuità
rispetto alla Commissione precedente e i punti sono questi. Primo, la Troica. Lei dice che sarà abbandonato come strumento e allo stesso tempo dice che ha garantito la coerenza della zona euro. Allora vorrei sapere con che cosa sarà sostituita la Troica, visto che la Troica non va ma ha funzionato. La flessibilità, secondo punto, flessibilità che corregge il rigore. A me sembra che questo sia già nei trattati, elementi di flessibilità sono già iscritti nei trattati. Una vera svolta potrebbe consistere in piani di investimento forti e le volevo chiedere se è d'accordo per questi piani e per un aumento delle risorse comunitarie a questo scopo, per un New Deal finanziato con risorse aumentate. Altro punto, il commissario all'immigrazione. Le volevo chiedere se ci sarà un commissario all'immigrazione, ma con poteri forti e con poteri che uniscano allo stesso tempo le competenze degli interni e della giustizia, che non sia solo un ministero, una sorta di ministro degli interni in più, come è stato la Malmström che diceva non ci sono soldi a sufficienza per salvare i morti nel Mediterraneo. Grazie. Ja, vielen Dank, Barbara. Und jetzt hat Pablo Iglesias das Wort. Pablo Iglesias, Podemos España. Muchísimas gracias, señor Juncker, por estar aquí. Creo que su presencia y su disponibilidad para hablar y debatir con nosotros, teniendo en cuenta que ya parece que contará con los apoyos de socialdemócratas y populares para ser presidente, es algo que es digno de elogio. Usted ha dicho no podemos gastar lo que no tenemos. Yo digo no podemos permitirnos, señor Juncker, seguir premiando a los ladrones. Y en ese sentido, como europeo del sur, solamente puedo sentir alarma ante la posibilidad cierta de que usted vaya a estar al frente de la Comisión Europea. Usted viene de presidir un paraíso fiscal llamado Luxemburgo. Usted ha hablado aquí de salario social mínimo, lo cual está muy bien, pero lo cierto es que las políticas de austeridad implementadas por la Troika y las instituciones de la Unión sobre los países del sur de Europa hacen que en el mío, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional sean 645 euros al mes y la situación en Portugal o en Grecia es todavía mucho peor. Está muy bien no venir de una familia rica y haber tenido experiencias en el sindicalismo, pero hace un tiempo sabíamos por un periódico alemán que usted dio una conferencia a la Federación de Empresas de Seguridad y Defensa alemanas cobrando por la conferencia 15.000 euros, al tiempo que el salario mínimo de los ciudadanos de mi país es de 645. Mire, señor Juncker, el problema fundamental de Europa son los 5,8 billones de euros desaparecidos en paraísos fiscales en los últimos 10 años. Eso se traduce en que se cierran hospitales y en que se cierran escuelas, en particular en los países del sur. Yo tengo algo en común con ustedes, los conservadores. Me gusta la mano dura y me gusta tomar decisiones. Pero me gusta la mano dura contra los poderosos, no contra los débiles. Y entonces le pregunto, ¿desde la Comisión Europea impulsarán ustedes reformas de las legislaciones penales en los países de la Unión para que por una vez podamos ver en la cárcel a evasores y defraudadores fiscales, aunque eso pueda afectar a algunas figuras prominentes de la Unión? Ja, vielen Dank. Wir schließen diese Runde ab und ich gebe Ihnen das Wort. Merci, Frau Vorsitzende. Vous avez raison, Monsieur Iglesias, d'avoir rappelé que le pays dont je viens dispose du salaire social minimum le plus élevé en Europe, des allocations familiales les plus élevées en Europe, du revenu minimum garanti le plus élevé en Europe, qu'il dédie 1% de sa richesse nationale année après année au tiers-monde.
vous avez sans doute raison d'avoir rappelé à l'intention de vos collègues des informations que sans doute ils n'avaient pas, sauf celle que le Luxembourg serait un paradis fiscal, et vous avez oublié de mentionner, mais enfin, on ne peut pas tout dire en une intervention très brève, que le gouvernement luxembourgeois, lorsqu'il exerça la présidence du Conseil, a fait adopter par les ministres des Finances un code de bonne conduite contre la concurrence fiscale déloyale, que j'ai moi-même mis fin au secret bancaire luxembourgeois, que je n'aimais pas et qui ne dérangeait pas seulement nos voisins, et que d'autres pays en Europe pratiquent un système de tax ruling, et le Luxembourg n'est pas le seul à le faire, mais est prêt à changer tout cela. Vous avez noté avec un plaisir que vous n'avez pas su cacher que j'ai dit qu'en matière de fiscalité des entreprises, il faudra que nous rapprochions les différents éléments des bases d'assiette. Vous avez noté, en donnant votre assentiment, que j'ai dit qu'il faudra que dorénavant nous établissions cette règle que le profit soit imposé là où il est généré. Je vous suis donc reconnaissant d'avoir rappelé à l'intention de vos collègues tous ces éléments qui montrent à l'évidence que vous disposez d'un vaste cortège d'informations que d'autres n'ont pas. Le droit pénal est de compétence nationale. Le droit pénal européen n'existe pas ou n'existe que très très peu, et donc je ne serai pas celui qui, indépendamment de la lutte contre la fraude fiscale, voudrait faire en sorte que le droit pénal devienne européen. Vous avez mentionné une conférence que j'ai faite à Berlin sur des problèmes de sécurité. C'est vrai. J'ai fait un discours assez large sur la sécurité en attirant l'attention de mon public sur le fait que le climat, que la pauvreté, que l'appauvrissement de couches entières de la population, et chez nous en Europe et ailleurs, que la faim étaient des problèmes de sécurité et qu'il ne convenait pas d'apporter une réponse sécuritaire, militaire à ces problèmes, et qu'il s'agissait d'avoir d'abord une approche de soft power et de ne pas réduire les problèmes de sécurité à la seule sphère militaire. Et parlant de la sphère militaire, j'ai tout simplement rappelé les conclusions du Conseil européen de décembre qui lie tous les gouvernements d'Europe. Je ne sais pas par quoi remplacer la Troïka. Je dis simplement qu'il faudra que nous réfléchissions à son remplacement par un instrument démocratique plus vertueux. Moi, je crois que la place de la Commission doit toujours être dans cette instance. Pardon? Also, Sie denken, dass ein Christdemokrat besonders inspiriert sein müsste, über Tugenden zu reden. Das ist nicht so. Je voulais parler de vertu démocratique. C'est une vertu, la démocratie. Et donc je disais que la Troïka doit davantage avoir des éléments de légitimité démocratique que jusqu'à ce jour elle n'a pas. Et donc on verra par quel instrument on pourra la remplacer. Enfin, si vous estimez que la meilleure façon de lutter contre les déficits est d'ajouter de nouveaux déficits, et la meilleure façon de réduire la dette publique est de l'augmenter, nous n'arriverons pas à un point de vue qui pourrait être décrit comme un point de vue commun. Je suis allergique au déficit et à la dette publique. Et tous ceux qui pensent que la stabilité financière est de mauvais aloi se trompent lourdement, parce que d'un point de vue intergénérationnel, ce sont les pauvres de demain qui devront payer la facture, et pas ceux auxquels on pourrait raisonnablement vouloir penser. Stabiliser la zone euro, oui, on a essayé de le faire par l'union bancaire en coupant le lien entre la dette entre les banques et la dette souveraine. Stabiliser l'euro, c'est de ne pas maudire ceux qui ont des difficultés en termes d'ajustement qui dépassent en intensité les difficultés des autres. C'est de respecter les pays à programme, c'est de les aider au lieu de les maudire. Moi, je connais assez bien les débats sur l'euro et sur les politiques d'ajustement qui ont été mises en place dans les différents pays ici rassemblés. Vous avouerez que le débat est très différent d'un pays à l'autre, et que donc il faudra, lorsqu'on parle de la zone euro, ne rien dire qui puisse gêner dans leur comportement les peuples et les gouvernements d'Europe, et qu'il faudra que nous réapprenions le respect des uns
pour les autres. Pour ce qui est de l'ensemble des questions gravitant autour du binôme égalité hommes-femmes, j'ai lancé un appel au gouvernement de nommer un nombre important de femmes au sein de la prochaine commission. Moi, j'avais nommé pendant 15 ans une femme luxembourgeoise comme membre de la commission. Maintenant, j'ai été désigné par le Conseil européen, peut-être investi par le Parlement européen. Donc, de toute façon, il y aura une femme de moins, mais je voudrais que l'on respecte l'énorme importance des femmes politiques dans la vie politique et dans la vie publique. Et je ne voudrais pas avoir une commission qui serait un club mâle et masculin. Ce n'est pas ce à quoi je prétends, mais c'est une décision des gouvernements. Le président de la commission ayant son mot à dire, mais c'est d'abord une décision des gouvernements. Sur l'égalité des genres, moi je ne vois pas en quoi, à part l'aspect antidiscrimination de la question, l'Europe pourrait agir, parce que là encore nous sommes en prise avec le droit de la famille, sinon partiellement le droit civil, mais je voudrais qu'en Europe il soit clair que nous n'acceptons pas la discrimination entre les différentes orientations sexuelles. Je vois mal comment l'Europe pourrait légiférer en l'affaire, mais que l'Europe, à chaque fois que se posent des problèmes de discrimination, voire d'antidiscrimination, fasse entendre sa voix, cela me paraît évident. La lutte contre la violence domestique, qui est un réel fléau, un grand problème en Europe, ne relève pas de la compétence de l'Union européenne, mais là encore, il s'agit de faire en sorte que les législateurs nationaux prennent leurs dispositions, quitte à ce que l'Union européenne, par voie d'énoncés de principes et par des recommandations musclées, fasse entendre sa voix et alimente les débats nationaux. Ich höre da auf, weil ich kann ja hier nicht bis Viertel nach 8. Ich brauche immer nur von Ihnen ein Signal, wenn Sie die Runde beendet haben, damit ich Ihnen nicht ins Wort falle. Wenn ich meine Stimme abgleiten lasse, wenn Sie Ihre Stimme abgleiten lassen, gut. Ich hätte ein Messgerät fürs Abgleiten von Stimmen. Alles klar. Ich gebe jetzt Jean-Luc Mélenchon das Wort. Danach hat Neoklis. Gabby, sorry. Could I have an answer about the Irish peace process, please? Oh, ja. Ja, da war noch, stimmt. Ich werde noch mal von Martina Anderson darauf aufmerksam gemacht. Es gab die Frage konkret zum irischen Friedensprozess und insbesondere zur Fortführung der Taskforce. You put two questions, and I forgot about the first one. I was asking Gabi to remind me the first one. But the second one, related to Ireland, it is my intention to continue what has been done by Barroso. And I don't have time on the 21st of July to meet with the colleague you mentioned, because I will be, I won't be in Brussels that very day. It's the national holiday of Belgium, by the way. Yeah. Okay. Möchten Sie noch darauf antworten? Gut, okay. Jean-Luc Mélenchon, danach bekommt Neoklis das Wort, Merja Kyllönen, Anja Hasekamp und Josu Juristi. Monsieur Juncker, je dois d'abord vous rassurer, le mauvais sort que je vous promettais ne visait pas votre personne, bien sûr, mais la fonction que vous occupez et le parti politique que vous représentez. Vous avez beaucoup de mérite à venir ici, vous n'aurez pas une voix, et votre nom va bientôt servir à désigner tout ce que nous détestons en Europe, c'est-à-dire la gouvernance au service des banques et du capital. Par conséquent, je sais l'apprécier. Je ne me lance pas non plus dans un débat idéologique avec vous. La cause est entendue, les électeurs ont tranché. Vous êtes majoritaire pour l'instant. Il suffit de vous écouter pour voir l'étendue de ce qui nous sépare. Nous vous parlons. Vous nous parlez de vos origines sociales. Nous n'avons jamais cru que les origines sociales déterminent l'intelligence d'un individu
ou son appartenance. Nous croyons en l'éducation. Nous vous parlons d'avortement, vous nous répondez droit de la famille. Nous ne pensons pas que le corps des femmes appartient à leur famille, mais leur appartient en propre. Nous vous parlons d'immigration et vous nous répondez Frontex, alors que nous voudrions vous parler du fait que les accords que l'Europe passe avec les pays concernés détruisent leur économie locale. Donc on laisse tomber pour l'instant ce débat idéologique que je suis prêt à mener avec vous avec beaucoup d'intérêt parce que vous êtes une intelligence fine. Je m'en tiens à des choses très concrètes. Premièrement, le grand marché transatlantique soulève en Europe une très grande émotion. Vous prenez des engagements, admettons qu'on vous croit, mais honnêtement, ce n'est pas la pratique d'une démocratie de croire seulement à la parole de celui qui décide. De quelle manière les peuples vont-ils être consultés sur ce traité lorsqu'il sera signé ou lorsqu'il sera en état d'être approuvé? Est-ce que ce sera le Parlement européen? Est-ce que les parlements nationaux? Ou est-ce qu'on peut même imaginer des formules beaucoup plus audacieuses de référendum populaire? Deuxième question. Messieurs Snowden et Assange sont nos bienfaiteurs, car tous les deux ont permis de montrer les manœuvres pernicieuses des États-Unis d'Amérique contre l'Europe, qu'elle espionne non seulement dans ses institutions, mais dans ses citoyens. Que comptez-vous faire, si vous êtes président de la Commission, pour que ces deux personnes puissent circuler librement sur le territoire de l'Union européenne? Troisièmement, ça va aller vite. L'évasion fiscale, elle a déjà été mentionnée et plusieurs de mes collègues l'ont évoqué. C'est là le premier fléau. Mais, Monsieur Juncker, sans vouloir vous viser spécialement dans votre appartenance nationale, que naturellement nous respectons comme vous respectez la mienne, il n'empêche que votre pays a encore été classé en 2013 comme un paradis fiscal. Or, le premier fléau de l'Europe, c'est que les voleurs se réfugient dans les paradis fiscaux pour y cacher l'argent qu'ils ne donnent pas et qu'ils devraient donner, comme tous les citoyens doivent donner, dans les pays où ils sont déjà les plus riches. Et il se trouve qu'il est normal qu'on vous interpelle, sans que vous le preniez personnellement, sur le fait que vous venez d'un pays qui participe à cette industrie du vol. Le dernier point, ça sera plus. Vous avez parlé de l'étendue du territoire de l'Europe. Je fais partie de ceux qui considèrent que la Russie est un partenaire et un espace naturel européen. Alors, monsieur peut-être le président de la Commission européenne, combien de temps va durer ce soutien inepte à un gouvernement que le Parlement européen a condamné, qui est le gouvernement de fait de l'Ukraine, dans lequel siègent des nazis? Est-ce que longtemps nous allons continuer à être à la remorque des Nord-Américains, à approuver un tel gouvernement sans un mot ni une main tendue à l'égard des Russes qui sont nos partenaires et non pas nos ennemis? Voilà, je vous ai dit en quelques mots les questions que je voulais vous poser. Pour le reste, peut-être serez-vous élu avec l'approbation de la social-démocratie. Mais bon, vous êtes ici devant l'opposition de gauche. Il y en a une, voyez-vous, en Europe, tout le monde n'est pas d'accord pour que continue ce qui est en train de se passer. Monsieur Juncker, la dette ne sera pas payée. Vous êtes un homme assez averti, ayant été président du FMI pour le savoir. L'Argentine n'a pas payé sa dette. La plupart des pays ne les payent pas lorsqu'elle est écrasante. Nous sommes en train de souffrir pour rien. Et le président de la Commission a une autorité, celle qui consisterait à remettre en cause le statut de la Banque centrale européenne, de manière à ce que la dette soit rachetée, que les peuples cessent de souffrir et que nous n'allions pas à la catastrophe que serait une banqueroute généralisée et désorganisée. Merci Jean-Luc. Neoclis Silikiotis. Είμαι ο Νεοκλής Σιλικιώτης από την Κύπρο. Κύριε Ιούγκερ, είστε ο υποψήφιος που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το κόμμα που κατά την άποψή μας ευθύνεται περισσότερο για τις νεοφιλεύθερες πολιτικές της σκληρής λιτότητας στην Ευρώπη. Υπήρξατε και πρόεδρος του Eurogroup που προώθησε αυτές τις πολιτικές των μνημονίων της Τρόικα που οδήγησαν ολόκληρες κοινωνίες, ιδιαίτερα στον Νότο, στην εξαθλίωση, την ανεργία, τη φτωχοποίηση. Όντως αυτό που είπετε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ισχύει. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι χρειαζόμαστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διότι έχει τεχνογνωσία. Ποια τεχνογνωσία έχει? Νομίζω σήμερα τη βιώνουν οι λαοί της Ευρώπης. Τη βιώσαν όμως για δεκαετίες οι χώρες του Νότιου ημισφαιρίου, οι αναπτυσσόμενες χώρες. Βίωσαν δηλαδή πολιτικές λιτότητας, πολιτικές που διάλυσαν ολόκληρες χώρες και κοινωνίες. Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι δεν απαντήσατε, ενώ είπατε ότι είναι η θέση σας, τότε ότι τι γύρευε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη, δεν απαντήσατε τι θα πράξετε σήμερα. Είπατε κάποια νεφολώδη
ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Τρόικας, αλλά δεδομένης της προσήλωσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικής σκληρινότητας, τι θα πράξετε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σχέση και τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι για το Κυπριακό. Τι θα κάνετε προκειμένου η Τουρκία να υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ως υποψήφια για ένταξη χώρα και να επιδείξει μια επικοδομητική στάση για την επίλυση του Κυπριακού. Η Κομισιόν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα στηρίξει τη διαδικασία των συνομιλιών για την επίτευξη λύσης. Τι είναι αυτό που θα πράξετε ώστε να βοηθήσετε αυτή τη διαδικασία για να φτάσουμε σε αίσιο πέρας σε αυτή τη διαδικασία και να επανενώσουμε την Κύπρο μας, αλλά και πώς θα τοποθετηθείτε σε ενέργειες που προωθούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα μέτρα που προωθούνται και εμβαθύνουν το χάσμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Οδηγούν δηλαδή σε μονιμοποίηση της κατοχής και της διαίρεσης αντί να οδηγούν στην επανένωση. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλουν διάφοροι για προώθηση του απευθείας εμπορίου. Danke, Takis. Jetzt hat Merja Kyllönen das Wort. Arvoisa puheenjohtaja, olen Merja Suomesta. Kiitos, että tulitte ryhmämme kuultavaksi. Ihmisten pettymys eurooppalaiseen päätöksentekoon ja demokratiakehityksen heikkoon tilaan kanavoitui vaaleissa ääninä äärioikeistolle. Miten huomioitte tarpeen edistää demokratian, rauhan ja suvaitsevaisuuden Eurooppaa? Kiitos. Danke, Merja. Jetzt hat Anja Hazekamp das Wort. Ja, dank u wel. Mijn naam is Anja Hazekamp. Ik ben van de Partij voor de Dieren uit Nederland. En dit is een partij die zich niet alleen voor de economische korte termijn belangen voor mensen inzet, maar opkomt voor de bescherming van dieren, natuur en milieu. En ik ben erg benieuwd naar de ideeën die de heer Juncker heeft over dierenwelzijn en hoe dat verbeterd kan worden in Europa. En ik heb daar een aantal heel korte vragen over. We wachten al jaren op een Animal Framework Law. Bent u bereid om als voorzitter van de commissie erop toe te zien dat die wet zo snel mogelijk naar het parlement gestuurd zal worden? Ten tweede, er zijn nog heel veel misstanden bij de internationale diertransporten. Dieren worden soms dagenlang in overvolle veewagens door heel Europa gesleept. In weer en wind, door extreme kou, zomerse hitte. En ik ben benieuwd of u bereid bent er bij de commissie op aan te dringen dat de transportrichtlijn nog deze periode zal worden herzien. En tot slot nog een vraag over het verdrag van Lissabon. Dit verdrag zegt dat dieren wezens zijn met bewustzijn en gevoel en dat er bij alle beleidsterreinen ten volle rekening met hen moet worden gehouden. En aan de andere kant maakt het verdrag uitzonderingen voor godsdienstige riten en culturele tradities. En daardoor kunnen extreme wreedheden tegen dieren, zoals de productie van foie gras, het stierenvechten in Spanje en Portugal, vogeljachten, trekvogeljachten in Cyprus, Italië, Malta, verminken van galgo's in Spanje. Ik kan nog uren doorgaan zo. Heel veel wreedheden en barbaarse praktijken tegen dieren kunnen hierdoor worden in stand gehouden. En ik ben benieuwd of u mogelijkheden ziet om deze wreedheden toch aan banden te leggen en deze uitzonderingspositie op te heffen. En tenslotte ben ik van mening dat de landbouwsubsidies zouden moeten worden afgeschaft. En ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt als Letzter in dieser Runde
ist Josu dran. Ich schlage euch aber vor, da jetzt noch 2 Redner von 2 Delegationen ausstehen, dass wir die Runde noch um die 2 erweitern, damit wirklich alle Delegationen die Möglichkeit hatten, sich hier in die Diskussion einzubringen. Ja? Also erst Josu und danach käme Luke Flanagan und danach Marisa Matias. Josu, bitte. Danke, Gaby. Buenos días, señor Juncker. Yo soy Juaristi, de la delegación vasca de Euskal Herria Bildu. 2 preguntas muy rápidas. La mayoría social del País Vasco apoya el proceso de paz y de resolución abierto en mi país e insta al Estado español a que dé pasos también para avanzar en ese proceso, algo que no hace. La pregunta es, ¿apoyará usted, como presidente de la Comisión Europea, la demanda social y mayoritaria del pueblo vasco y propiciará el desarrollo de ese proceso de paz? Por supuesto, estamos a su entera disposición para facilitarle la información que requiera y responder a todas sus preguntas. Y segunda cuestión, el equipo de Durão Barroso ha sido, a nuestro entender, muy permeable ante la presión del Estado español en torno al referéndum catalán y el referéndum escocés y contra el futuro de ambos pueblos en la Unión Europea si declaran o deciden optar por la independencia. Me gustaría saber cuál será su posición en torno al derecho a decidir libre y democráticamente su futuro del pueblo catalán, del pueblo escocés y también del pueblo vasco. Gracias. Vielen Dank, Josu. Jetzt hat das Wort Luke. Thank you for this opportunity. First thing I want to say is I think you'd want to stop mixing up Europe with the EU. I actually love Europe, but I despise the EU, and there is a slight difference. As you are aware, Ireland bailed out the European banking system to the tune of €67 billion, 42% of the European bank bailout for 1% of the population. We want our money back. On the 31st of May 2012, we had a referendum, the ESM referendum in our country, and the way it was sold to us was that we would have retrospective bank recapitalisation. In other words, we would get our money back. To date, we have put €1.273 billion into this system. Now, bit by bit, we have been fed lies by our government and by the EU on this. On the 29th of June 2012, our leader, our Taoiseach, described what was a seismic shift in European policy on the retrospective recapitalisation of European banking. We were told we were going to get our money back. On October 24, 2012, it was reported internationally that Ireland was a special case. Our great leader and Chancellor Merkel spoke together and they said they recognise that we were a special case. On February 21st, 2013, our Minister for Finance told us that Germany and France were watching our back. Now, what were they watching our back for? To shove a knife in it? Well, that's what it seems like. On Thursday, January the 10th, 2014, you said earlier you were aware of what we represent. Well, this is what you're meant to represent. You said about Ireland, I think there must be some degree of retroactivity in the mechanism, otherwise it will lose most of its sense. Well, it seems that was just a line for your whole Spitzencandidate process to convince people to vote for EPP candidates. Because since the election, we have now been told that we will not get our money back. So 3 candidates from Ireland, 3 MEPs from Fine Gael have dishonestly got elected and will vote for you as Commissioner on the basis of lies that were told. So the question I have is this. Why is the EU, through the ECB, continuing to demand its pound of flesh from Ireland on the odious promissory notes, the 31 billion printed to bail out the 2 zombie banks, and by extension several major banks across Europe, and by further extension the euro itself? Hasn't Ireland sacrificed enough and suffered enough for Europe already? We were meant to be a community. A community does not starve its people to feed the banks. What are you going to do about it, oh great leader of the future? Thank you. Okay, danke Luke und Marisa Matias bekommt das Wort. Obrigada, Marisa Matias, Bloco de Esquerda, Portugal. Sr. Juncker, já nos conhecemos de muitas audições na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, portanto, saberá quais são as minhas posições relativamente às políticas da Troika, da austeridade, por isso passo diretamente a algumas questões muito concretas.
primeira é o senhor foi primeiro-ministro de um dos países que é um dos centros da especulação financeira na União Europeia e, ao mesmo tempo, era uma das poucas, se não mesmo a única voz crítica das políticas de austeridade a quando das audições na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários. Quero perguntar-lhe por isso com qual dos dois é que podemos contar para Presidente da Comissão Europeia. A segunda pergunta tem a ver com a dívida, porque o senhor não respondeu à questão da reestruturação da dívida. Há cada vez mais um consenso nos países do Sul da necessidade de reestruturar a dívida, porque esta crise, que era uma crise dos sistemas financeiros, passou a ser uma crise das dívidas soberanas e passaram a ser os povos a pagar uma crise que não provocaram. Esta dívida é insustentável, ela não vai parar de aumentar enquanto não for reestruturada e, portanto, gostaria de saber também qual é a sua opinião relativamente a isso. Terceira pergunta, muito rápida, sobre o Tratado Orçamental. O que é que o Sr. Juncker pensa fazer em relação aos países que não vão cumprir o Tratado Orçamental, porque sabemos que nenhum vai cumprir. É impossível cumpri-lo. Portanto, nesse sentido, gostaria de saber, enquanto Presidente da Comissão, se pretende acabar com os países ou se pretende acabar com o Tratado Orçamental. E a última pergunta tem a ver com a imigração. O senhor falou de imigração legal e ilegal, isso daria um debate muito longo, mas relativamente à União Europeia, dentro do espaço da União, nós passámos a ouvir falar de imigração ilegal, o que é contrário aos tratados. Não existe, deveria haver livre circulação e não imigração ilegal. Enquanto o senhor foi primeiro-ministro do seu país, eu fui 2 vezes ao seu país porque houve cidadãos portugueses expulsos dos alojamentos coletivos. Cidadãos que trabalham há 20 e 30 anos nesse país e foram expulsos, uma coisa que não deveria acontecer dentro do espaço da União Europeia, porque é um país que tem leis muito flexíveis relativamente ao mercado laboral e muito rígidas relativamente ao mercado de arrendamento, e eu pergunto se será essa a sua regra para a União Europeia também. Vielen Dank, Marisa. Matthias, auch für diese Frage, bevor ich Ihnen das Wort gebe, Herr Juncker. Also wir haben jetzt im Wesentlichen die ganze Bandbreite der Fraktionen in ihren Delegationen jetzt hier mit zu Wort kommen lassen. Ich habe noch mindestens 10 weitere Einzelwortmeldungen auf der Liste und ich würde vorschlagen, dass, weil wir sonst nicht gerecht verfahren können, dass wir dann danach beenden und dafür Herrn Juncker lieber die Möglichkeit geben, noch mal auf Fragen einzugehen, die sich jetzt auch bei den letzten noch mal herausgestellt haben, die aber tatsächlich doch vor allem sich auch festmachen an der Frage, wie überhaupt die Schuldenstruktur, die Politik zur Bekämpfung der Staats- und Bankenschulden weitergeführt werden soll. Und vor allem auch noch mal auf die Frage der Migration mit einzugehen. Ich glaube nämlich auch, das herausgehört zu haben, dass insbesondere dieser Teil doch noch relativ offen ist, unklar ist, wie tatsächlich eine Migrationspolitik geführt werden kann, die es ermöglicht, dass es wirklich eine legale Zuwanderung geben kann, legale Asylpolitik geben kann und dass wir dieses Regime an den Außengrenzen der Europäischen Union auch verändern und nicht nur die Lasten auf die Betroffenen dann abwälzen. Dann haben Sie selbstverständlich eine ganze Reihe von Fragen auch noch offen. Das ist aber jetzt, überlasse ich Ihnen. Wir sollten 10 Minuten jetzt nicht überschreiten, weil dann die Dolmetscher wirklich schon außerordentlich über das Zeitlimit hinweg für uns dann gearbeitet haben. Bitte sehr. Es geht mir, Frau Vorsitzende, genauso wie den Dolmetschern. Ich glaube das. Weil wir sollten hier vor einer Viertelstunde fertig sein. Wir sind das aber nicht. Aber ich hätte gerne, dass minimales europäisches Arbeitsrecht sich auch auf meinen Fall anwendet. Und das hat zur Folge, dass ich nur noch höchstens 5 Minuten Überstunden machen kann. Moi, je voudrais reprendre un certain nombre de questions, elles furent nombreuses, qui m'ont été posées, et d'abord sur le traité de commerce avec les États-Unis, parce que c'est une question qui m'intéresse et qui m'inquiète. Je voudrais que les choses soient claires. L'Europe ne peut pas transiger sur un certain nombre de principes. On ne va pas changer, pour les beaux yeux des Américains, nos règles en matière d'hygiène, en matière de droit du travail, en matière de protection des données. Tout cela ne rentre pas dans la sphère des négociations. Moi, je voudrais que
notamment en ce qui concerne la protection des données, qu'il soit absolument clair que ce dossier ne sera pas abordé dans les négociations avec les Américains. Je voudrais qu'en Europe régisse un principe qui veut que ceux qui travaillent et qui font du commerce en Europe, indépendamment du siège de leur société, doivent appliquer les règles protectrices européennes et qu'on ne peut pas transiger sur ces questions-là. Il ne faut pas accélérer les négociations. Il faut aussi parfois arrêter, réfléchir, méditer, penser les pas à entamer. Le Luxembourg ne figure sur aucune liste noire de n'importe quelle organisation internationale. Le problème qu'on a eu, le Luxembourg, avec l'OCDE l'année passée, fut d'une autre nature. Le Luxembourg ne figure donc pas sur une liste noire. Je suis assez sensible aux propos, en partie, de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il parle de la Russie. Je suis moins d'accord, bien que là encore je partage une parcelle de l'analyse avec ce qu'il a dit au sujet des autorités ukrainiennes, mais pour moi, il faut se rendre à l'évidence, et pourquoi ne pas l'accepter, que la Russie reste un partenaire important de l'Union européenne. Il n'y a pas de carte sécuritaire européenne sans la contribution du co-architecte russe. La Russie est une grande nation, un grand pays européen, et moi je ne participe pas, bien que cela m'a été reproché par certains premiers ministres qui n'ont pas pu voter pour moi lors du dernier Conseil européen, je ne partage pas ce primitif Russia bashing. Cela ne nous avance aucunement. Il faudra savoir que la Russie, pour nous, reste un partenaire stratégique avec lequel il faut savoir parler ouvertement lorsque des valeurs fondamentales sont bafouées, mais faire dans l'anti-russe, comme au vieux temps de la guerre froide, n'a pas de sens, et donc je ne serai pas partie de ce genre de propos. Sur Chypre, oui, sur Chypre, écoutez, c'est un processus qui est conduit sous l'égide des Nations Unies. Ce n'est pas un processus qui est placé sous l'égide de l'Union européenne. On peut le regretter parce que c'est un problème qui se pose en Europe et nous laissons aux soins d'une organisation internationale le règlement de cette question, mais la Commission participe à une partie des travaux mais n'a pas une visibilité excessive. J'ai réfléchi à ça, j'en ai parlé avec plusieurs de mes amis chypriotes et on verra dans quelle mesure on peut renforcer la présence de l'Union européenne dans les structures de négociation, mais ce n'est pas chose facile. Oui, sur les droits des animaux, je fais partie de ceux qui considèrent que tous les pays européens devraient avoir une loi sur le bien-être des animaux. Les animaux ne sont pas des objets, ce sont des sujets de droit. Je voudrais que nous regardions de plus près les nombreuses conventions du Conseil de l'Europe en matière de transport des animaux et en matière d'autres questions liées à l'ensemble des problèmes que vous avez mentionnés, Madame. Je suis très sensible à ce sujet puisque jusqu'il y a peu, j'étais le conseil juridique de la Ligue internationale des droits de l'animal. Pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, c'est le seul intérêt immédiat que je dois déclarer avant d'entamer ma fonction à la Commission. Je n'ai pas d'action, je n'ai pas de participation dans n'importe quelle entreprise, mais j'ai été jusqu'il y a peu conseiller juridique de la Ligue internationale des droits de l'homme et donc je connais les problèmes que vous mentionnez. Hein? Les droits des animaux. Oui. Enfin, on m'interroge, Madame, sur les droits des animaux. Qu'est-ce que j'ai fait? De l'animal. Enfin, j'avais le choix. Mais je viens de quitter mes fonctions. Sur les questions Pays Basque, Catalogne, Écosse, écoutez, vous savez pertinemment que je ne vais pas vous répondre. Je respecte l'ordre constitutionnel des États membres. Il y a tout de même des restes de souveraineté nationale qui persistent sur le continent. Pardon? Oui. Donc je ne vais pas m'immiscer dans ce débat qui concerne d'abord les autorités nationales
qui ont été mentionnés. Je voudrais qu'on respecte les ordres constitutionnels qui sont. Je voudrais qu'on respecte les décisions des juridictions constitutionnelles qui furent. Et donc, moi, je ne vais pas me lancer dans un débat dont je sais qu'il ne nous conduira nulle part, mais dont je sais où il pourra me conduire. Et par conséquent, je vais tout de même m'imposer un silence platonique en la matière. Pour le pacte de stabilité, je veux vous dire qu'il sera appliqué. Il sera appliqué tel qu'il est, mais il sera appliqué avec bon sens et en lui apportant, comme je le disais à Alain Gray, une grille de lecture plus économique. Voilà, j'ai noté dans les propos pré-préparés, pré-cuits de certains d'entre vous que oui, le PPE serait une grande machine d'austérité et tout cela. Écoutez, la politique libérale et la partie néolibérale dans la politique libérale est l'œuvre d'abord de M. Blair et de M. Schröder. Moi, je n'aurais jamais fait passer une législation du type Art 4, jamais. J'ai toujours lutté contre la déréglementation en matière de droit du travail. Donc, que vous m'appeliez néolibéral, conservateur, clérical, moi je veux bien, mais vous me permettez. Pardon? Oui, mais enfin, j'ai connu des gouvernements de gauche dont les membres les plus vertueux ont entamé une autre trajectoire. Et j'ai travaillé avec ces gouvernements et donc je sais qui était à l'origine des politiques néolibérales en Europe. Ce n'était pas moi. Enfin, je m'excuse, M. Mélenchon et moi-même, nous avons faim et donc nous devons vous quitter. Merci beaucoup, c'était très agréable. Vielen Dank nochmal. Alles Gute.